Alors bonjour Christian. Bonjour Julien. J'espère que tu vas bien. Très bien. Donc tu es Christian Bourry. Ah, tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc je suis Christian Bourry, j'ai un parcours dans le domaine médical, mais maintenant depuis quelques années je me consacre au développement personnel. Donc là je viens de publier mon 3e livre, qui s'appelle Votre vie est un jeu quantique, que je viens de publier chez Quintessence. Le premier étant Je m'autorise au bonheur en 2006. Chez Jouvence, et après en 2011 j'ai publié La vibration du bonheur aux éditions de l'Homme, mes livres épuisés qui va ressortir bientôt chez un autre éditeur. Tu es une victime de ton succès? Pour l'instant, Je m'autorise au bonheur a fait une carrière très honorable pour un premier livre, je sais. Et puis donc La vibration du bonheur, je pense que c'est un livre qui a une belle potentialité, puisque de toute façon je suis persuadé que nous sommes dans un univers de potentialité, et Votre vie est un jeu quantique démarre sous de bons augures, j'ai l'impression. Donc ça c'est le dernier petit bébé, il est sorti quand? Il est sorti au mois de mai. Au mois de mai, d'accord. Voilà. Ah oui, c'est vraiment très avec récent. une préface de Marion Kaplan. D'accord, ok. Marion Kaplan qu'on connaît tous très bien. Voilà. Très bien, bah écoute, tu sais, j'imagine... Oui. Qui a beaucoup œuvré justement pour propager la notion de quantique, enfin... Tout à fait, oui. Voilà. Notamment avec Quantique Planet. Démystifier cette notion de quantique qui fait peur à beaucoup de gens, alors qu'en réalité on est un petit peu comme Monsieur Jourdain, tous les gens font du quantique sans le savoir, puisqu'on est dans un univers quantique où tout est vibratoire. Si on décompose tout ce que l'on voit avec un microscope électronique, on s'aperçoit que tout bouge. Bon, si je suis assis sur ce canapé, en même temps j'aime bien qu'il ait une certaine solidité, mais il faut avoir conscience qu'il y a les deux plans parallèles, comme de la même façon, à l'instant où on est en train de parler, on a peut-être la tête en bas, mais si ce n'est pas nous, c'est d'autres qui l'ont. Mais donc on est victime de l'illusion de nos 5 sens qui font qu'on n'est pas de premier abord, en évidence cette notion d'énergie, alors que c'est absolument fondamental. Ah oui, tu prêches à convaincu. Hein. Voilà. Nous sommes tous des êtres vibratoires, et c'est ça qui est intéressant. On émet une fréquence, nous sommes des émetteurs-récepteurs, et dès qu'on émet une nouvelle fréquence, quelque part, eh ben, ça appelle à nous de nouvelles circonstances, donc on est vraiment responsable de beaucoup de choses, quoi. On appelle ça le taux vibratoire ou On peut appeler ça, oui, la fréquence vibratoire, le taux vibratoire, peu importe. Hein. Mais l'important, c'est d'être conscient de cette notion, qu'on émet quelque chose, et que la manière dont on émet les choses nous met en relation avec des circonstances heureuses ou non. Hein. Alors certains disent que c'est intimement lié à nos pensées. C'est intimement lié non seulement à nos pensées, mais surtout à nos émotions. Parce que là, ça nous amène à parler de la pensée positive, par exemple. On peut afficher chez soi partout « j'attire l'argent » ou « tout va bien ». Si en même temps on ne ressent pas l'émotion équivalente, ça revient à se mentir à soi-même. Donc ce qui est fondamental, c'est de comprendre le pouvoir des émotions. Et c'est ce qui manque souvent, je le remarque dans les séminaires. Les gens sont assez appliqués à vouloir établir un conditionnement de leur subconscient. Ils peuvent faire attention à leur langage, pratiquer des visualisations créatrices, mais souvent ce qui leur manque, c'est la joie du sentiment d'accomplissement. Ouais, et tant qu'il n'y a pas le catalyseur, en fin de compte, c'est la joie ou la sérénité. On appelle ça aussi le phénomène de la loi d'attraction, non? C'est totalement relié à la loi d'attraction. Ouais. Le problème, c'est que la loi d'attraction, elle est souvent présentée quand même de manière un petit peu simpliste et très matérielle. C'est venu au départ, il y a eu le bouquin Le Secret, je pense que beaucoup de gens ont connu, ça s'est vendu peut-être à des millions d'exemplaires, mais ça n'a pas forcément changé la vie de millions de personnes. Ce qui s'est passé, c'est que dans ce fameux livre, qui est comme, au point de vue marketing, qui a été très très bien fait, et puis donc ça a été fait à l'américaine, pour le coup avec de gros moyens, mais il y a ce fameux chèque de l'abondance, où on se remplit un chèque, en fin de compte avec... chaque nouvelle lune. Chaque nouvelle lune à la banque de l'univers, on peut mettre une grosse somme, et
Donc, alors le principe qui est préconisé dans ce livre, on affiche ce chèque, ou on le regarde tous les jours, on le met sur son frigidaire. Alors en Amérique du Nord, il y a un jeune couple qui a acheté le bouquin Le Secret, ils ont découpé le chèque, 8 ou 15 jours après, et ils l'ont mis sur leur frigidaire, et très très vite, ils ont gagné l'équivalent de la loterie nationale. C'est long. Et alors ça a été médiatisé à fond, donc ce qui fait que ça a donné une tournée. Déjà c'était d'une culture anglo-saxonne et plutôt ouverte. Ouais. Voilà, quand même très orientée matériellement. Et en plus le fait que ces jeunes gens aient gagné cette somme énorme, donc la loi d'attraction a été présentée par rapport à cet événement, mais en réalité ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est le subconscient qui mène la danse. On le sait très bien, par exemple en France, 80 c'est des chiffres qui sont donnés officiellement, plus de 80% des gens qui gagnent au loto, quelques années après se retrouvent complètement fauchés. S'ils n'étaient pas prêts, enfin, les dirigeants du loto ne le disent pas, mais la raison pour laquelle c'est ainsi, c'est parce que s'ils ne sont pas prêts mentalement à recevoir cet argent, s'ils n'ont pas l'équivalence mentale en eux, ils vont adopter un comportement incohérent, soit le dilapider, soit attirer des escrocs. Bien sûr. Donc c'est ça qu'il faut garder vraiment toujours à l'esprit, c'est qu'on a l'esprit conscient, mais c'est l'esprit subconscient qui mène la danse. Pour donner un autre exemple, il y a eu quelque temps une jeune femme en séminaire, enfin, elle approchait de la cinquantaine, et jamais elle n'avait terminé un mois de sa vie sans être dans le rouge. C'est pas forcément reposant comme situation. Et au travers du travail qu'on a fait en séminaire, elle a découvert qu'en fin de compte, elle avait toujours entendu le discours de son père, qui était assez acharné contre la bourgeoisie, entre guillemets, et qui disait toujours « il faut mépriser les riches ». Et cette jeune femme, elle a compris que finalement, elle, pour ne pas être méprisable, elle voulait être tout sauf méprisable. Il fallait qu'elle se coupe de l'argent qui, en fin de compte, n'est qu'une énergie. Ah oui, c'est clair. Ouais. Et cette prise de conscience, ça a été vraiment spectaculaire. Hein. Pour le coup, son père a voulu payer le mariage de sa fille. Une tante qui ne voulait plus conduire parce qu'elle était trop âgée lui a donné sa voiture. Elle s'est mise à recevoir des invitations au restaurant. Elle a eu une promotion dans son travail. Bien sûr, elle n'est pas Rothschild, mais elle a été libérée maintenant. Quand elle voit arriver le 28 ou le 30, elle n'a plus cette crainte. Elle est libérée totalement. Quoi. Donc, mais là, donc ça s'est joué à un niveau subconscient. Ouais. D'où peut-être aussi la nécessité de commencer dès la maternelle à instaurer une éducation très différente de ce que veut bien nous apporter l'éducation nationale. Absolument. Cette loi d'attraction donc, qui dit que ce à quoi on donne notre attention prend toujours plus d'importance dans notre vie, elle est accessible à un enfant de 12-13 ans. Hein, il est évident que justement une personne qui parle toujours de ses problèmes d'argent, elle a toute chance de s'en en attirer encore plus, on peut l'observer facilement, comme les personnes qui sont toujours préoccupées par leur santé, c'est pas ça qui les rend garants d'une meilleure santé. Évidemment. Et ça tombe sous le sens. Hein. Donc, et en ce moment, on fait un petit peu tout le contraire. C'est pour ça qu'on a comme intérêt à se protéger des médias. Je sais bien qu'on ne fait pas des journaux avec les trains qui arrivent à l'heure, mais en même temps, il faut se protéger, puisqu'il y a vraiment une culture de la négativité. Oui. Je pense comme si quelque part, ça j'apporte beaucoup dans Je m'autorise au bonheur, c'est comme si on avait fait une vertu de la souffrance, comme si on lui avait donné une valeur rédemptrice. Moi je trouve que ça va même plus loin, j'ai l'impression, tu dis que c'est assez récent, moi je trouve que ça date quasiment depuis la création de la télé. Oui, mais là il me semble qu'il y a une accélération, une accélération, de faire peur. Il y a tout le principe des films catastrophes et tout, donc quand on sait quelle est la portée des images et tout, les gens devraient prendre garde à s'amuser à se faire peur, quoi. Je crois qu'ils ont compris les mécanismes psychologiques, et ils ont bien compris justement, c'était on pouvait maintenir une population justement parce qu'elle est stressée. Oui, il est certain que certaines personnes doivent y avoir un intérêt. Ah oui, je pense aussi. Voilà, donc
C'est pour ça qu'il faut éviter de se faire manipuler. Exactement. Ouais. Donc tu viens aujourd'hui pour parler du bonheur. C'est un documentaire qu'on est en train de réaliser depuis le mois de décembre dernier. On a parcouru 34 000 km depuis le Canada, on a interviewé plus de 300 personnes. Une belle expérience. Oui, une très belle expérience humaine. Il y a encore 2 semaines, on a interviewé un scientifique qui s'appelle Franck Hatem. Et donc voilà. Alors pour toi, ça serait quoi le bonheur? Qu'est-ce qui t'a amené d'ailleurs à écrire ces 2 livres sur le bonheur? J'imagine que tu as dû cogiter quand même dans ton coin. Ce qui m'a amené à écrire sur le bonheur, c'est que j'ai eu envie de partager vraiment toutes ces choses que j'ai pu acquérir au travers de rencontres assez importantes dans ma vie, avec des grands noms du développement personnel. J'ai une grande amitié avec Lise Bourbeau, j'ai beaucoup fréquenté Anthony Robbins, John Gray. Donc, de tout cela, quelque chose a mûri en moi. Et après, malgré tout, il y a quelque chose qui me gênait un petit peu. C'était un petit peu trop à l'anglo-saxonne, leur discours. Et je pense que j'ai fait quelque chose un produit plus français, qui rentre bien en écho avec les mentalités françaises. Et donc, ce que j'en ai retenu, c'est bien sûr que le bonheur n'est pas quelque chose d'individuel. Et le bonheur, c'est tout sauf un jeu linéaire où celui qui a le plus gagné, qui a le plus accumulé, c'est celui qui a gagné. Ce qu'essaie de nous faire croire notre société de consommation. C'est clair. Donc ça, il faut prendre de la distance par rapport à ça. Quelque part, il faut relever la tête du guidon et comprendre que ce qui vraiment nous rend heureux, c'est d'être soi. D'accord. De trouver quel est notre plus beau rôle quelque part. Et je pense que notre plus beau rôle, enfin à mon sens, mais là je ne pense pas me tromper, notre plus beau rôle c'est toujours celui qui nous permet d'aimer. Donc la plus belle question à se poser, c'est de savoir de quelle manière est-ce que je peux donner au monde. L'amour que l'on donne nous rend toujours plus heureux que celui qu'on attend. Ah oui, tu prêches une fois aussi un convaincu. Voilà. Donc là, d'entrée, ça nous met dans une belle énergie, et au niveau vibratoire, c'est absolument essentiel. Oui, on parle d'amour, clairement. L'amour avec un grand A. Voilà, comme quelque chose de simple et que tout le monde peut pratiquer, même les gens qui sont dans des situations difficiles, et même au contraire, ce sont eux qui en ont le plus besoin, c'est la gratitude. Une personne qui a vraiment des difficultés, il faut absolument qu'elle trouve des moyens d'être dans un sentiment d'appréciation. Ça peut être simplement la présence d'un animal de compagnie ou de voir le vol d'un oiseau, mais de commencer à savoir apprécier les petites choses. J'ai eu il n'y a pas très longtemps un séminaire, un monsieur qui doit avoir à peu près, il a plus de 65 ans ce monsieur, et il m'a dit, quand j'avais 35 ans, j'avais tout. J'avais une situation formidable, j'avais une belle maison sur la plage avec piscine et tout, j'avais une jolie femme, 2 petites filles adorables, mais à aucun moment ça me serait venu à l'idée de dire merci. Il me dit, c'est quand j'ai tout perdu, bien longtemps après, que j'ai réalisé que peut-être que si j'avais su dire merci dans l'instant présent, tous les ennuis que j'ai pu avoir, je les aurais peut-être pas eus. Je pense que je suis à peu près certain que c'est vrai. Ah oui, c'est une certitude. Pour moi, c'est limite le cas classique où justement la société nous fait croire qu'on est heureux parce qu'on possède, alors que non, pas du tout. Et là, il faut vraiment se libérer de ce concept qui est si destructeur. Ça veut dire que toi, tu as eu un déclic dans ta vie pour en arriver à prendre le recul justement sur la société? Dire quel a été l'instant, le jour J du déclic, c'est peut-être pas évident, mais ça a été... J'ai pas un événement précis en tête. D'accord. Mais ça s'est fait très progressivement, mais avec maintenant un profond sentiment de certitude. Oui, j'imagine. Voilà, j'ai vraiment pris... Non, pour moi, je l'avoue, à un certain moment, je pensais quelque part, comme beaucoup de gens, qu'il fallait accumuler beaucoup de choses pour... J'étais assez prisonnier de l'image. Mais maintenant, grâce au ciel, je m'en libère totalement.
C'est une bonne nouvelle. Voilà. En même temps, c'est quand même difficile pour la majorité d'entre nous de sortir justement et de prendre du recul sur la société et d'observer que finalement tout est bien orchestré et tout tourne dans leur sens. C'est difficile, mais en même temps, s'ils regardent un peu autour d'eux, ils voient comme que ce système fonctionne très mal. Il y a beaucoup de gens qui ont tout, entre guillemets, matériellement, il y a beaucoup d'exemples célèbres et qui ont des vies bien ratées. On est d'accord. Hein. Donc, c'est ça pour moi, vraiment, être heureux, c'est de trouver son bon rôle et de savoir s'entourer, de savoir faire des choix. Parfois, ça demande de savoir dire non. Le problème, c'est que beaucoup de gens, j'ai remarqué, ils ont une difficulté à dire non, parce que quelque part, quand généralement ça vient de l'enfance, si on dit non, souvent quand on est enfant, on a l'impression qu'on ne va plus être aimé. Alors après, quand on garde ce sentiment adulte, ça peut être très dangereux. Il y a beaucoup de gens qui de l'extérieur donnent l'impression de vivre des situations totalement inacceptables, parce que pour eux, savoir dire non, ça veut dire ne plus être... C'est tellement contraire à l'amour qu'ils sont tout à fait inconfortables avec ça. Mais en même temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dire non, ça peut être un acte d'amour. Si je refuse d'acheter un Solex, enfin maintenant, je parle de ma génération, les Solex, ça n'existe plus, mais... Si, je crois qu'il y en a ça existe encore, d'accord. Mais si je refuse d'acheter un scooter à mon fils parce que j'estime au fond de moi que c'est très dangereux dans une grande ville, c'est un acte d'amour. Bien sûr. Et donc il faut acquérir une certaine liberté par rapport à ça. Je suis d'accord. On en revient à ce que je te disais il y a 5-10 minutes, c'est finalement il faudrait changer l'éducation qu'on apporte à nos enfants. Donc je parle de l'éducation. Et ça, c'est des choses qu'on pourrait apprendre à l'école. Oui, c'est ça. Tout à fait. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent du coup de créer une école de la vie? D'autant plus, tout à fait, d'autant plus que le bonheur est quelque chose qui s'apprend. Tout à fait. Tout à fait. Alors il y a des gens qui savent faire les choses d'instinct, mais pour ceux qui ne savent pas le faire d'instinct, donc ça peut s'apprendre. Donc pour rentrer quelque part, je suis persuadé qu'on est justement dans un univers de potentialité et qu'on rentre en contact avec nos plus belles potentialités si on sait se connecter de manière harmonieuse avec l'énergie fondamentale qui anime l'univers. Donc après, chacun selon sa croyance va l'appeler Dieu, la source, peu importe. Mais il y a une force fondamentale qui fait pousser le brin d'herbe, qui fait battre le sang dans nos veines, qui fait lever le soleil. Et donc cette force fondamentale, cette force de vie, je pense, j'en suis intimement convaincu qu'elle ne demande qu'à s'exprimer de manière harmonieuse dans nos vies. Mais là, le problème, c'est qu'on met des bâtons dans les roues par nos peurs, nos doutes et nos attitudes qui manquent d'amour, au sens universel du terme. Oui, bien sûr. Mais justement, les peurs, les doutes, elles ne débarquent pas comme ça. Voilà. C'est qu'il y a bien... Elles ont été acquises par le conditionnement de l'enfance, qui fait qu'on nous a beaucoup plus appris à faire des choix. Dans l'ensemble, on ne nous a pas beaucoup appris à faire des choix susceptibles de nous rendre heureux. Il y a énormément quand même de modèles d'éducation qui sont basés sur la peur. Et comme dans le domaine de la médecine, on n'est pas encore assez tourné vers la prévention. Il y a comme toujours cette orientation basée sur la peur, pensant que la peur va faire vendre. En même temps, ça fait vendre. Et ça fait vendre. Ouais, puis c'est une mainmise de la pharmacopée qui appuie bien derrière, et puis voire même aussi du cycle alimentaire, de ce qu'on nous donne à manger. Donc. Tout à fait. Ouais, c'est bien ficelé quand même, cette histoire. Tout à fait. Donc, et puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut changer d'état émotionnel immédiatement. Ça, par contre, je dois dire merci à Anthony Robbins, ça je ne l'avais pas compris avant d'aller chez lui. On peut changer d'état émotionnel immédiatement par notre posture. C'est-à-dire? Ça, c'est quelque chose de très très précieux. Maintenant, il est admis pour presque tout le monde que le mental agit sur le corps. Mais ce qui est fondamental, c'est de comprendre que la réciproque est vraie. Un bambin qui fait une crise de nerfs, on lui met un bâton dans la bouche, on le fait mordre sur un crayon, instantanément la crise de nerfs s'arrête.
Une personne qui a une crise de larmes inarrêtable, on lui demande de regarder au plafond. La crise, elle cesse de pleurer. D'accord. Ça, c'est par la physiologie. Pourquoi est-ce que le petit enfant cesse de hurler, de piquer sa petite crise de nerfs quand on le fait mordre sur un stylo? C'est parce que ça sollicite les muscles du sourire. Ah oui, d'accord. Okay. Donc, il serait beaucoup plus utile de prescrire des trampolines, par exemple, que du Prozac. On met n'importe qui, enfin, globalement, sauf cas extrême ou des personnes avec des difficultés physiques. Mais 9 personnes sur 10, si on les met sur un trampoline, au bout de 2-3 minutes, elles se mettent à sourire. Pourquoi? Parce qu'elles rentrent dans une physiologie d'expansion. Et ça, c'est manifeste. Et ça peut être très utile pour les personnes qui sont dans la relation d'aide, entre guillemets. Si on essaie de faire passer une idée à quelqu'un, et que la personne n'a pas de changement dans son attitude corporelle, qu'elle reste dans une attitude de recroquevillement, c'est que le message n'est pas passé. Il faut au moins qu'il y ait un changement dans le regard. Mais tant qu'on n'a pas un changement physique, c'est qu'on a prêché dans le désert. Une personne qui se tient comme ça, et tout qui vous dit qu'elle est heureuse, c'est une personne qui ment. C'est sûr. Donc, dès qu'on ne se sent pas bien, en fin de compte, il faut tout de suite réagir, pas rester avachi sur son canapé. On se redresse, ou alors on va jouer avec son chien, on va taper dans un ballon, on va faire le tour du pâté de maison, mais on ne reste pas, on change immédiatement de posture. D'accord. Et ça peut être, enfin après ça débouche sur des techniques de PNL, mais par exemple quand on est dans une relation, discussion conflictuelle, si on veut déjà donner de l'air à la situation, il faut changer de position. D'accord. Il faut bouger sa chaise, se retirer un petit peu, mais pas rester dans l'attitude de lutte. Je vois. Ça c'est instantané. Ça m'étonne pas. Tout de suite, dès qu'on se redresse, on se sent mieux. Et ça, il faut en prendre une habitude, il faut que ça devienne totalement naturel. Alors au début, on peut avoir l'impression qu'on se force un petit peu, mais c'est pas grave, il faut que ça devienne naturel. Il y a des gens qui le font d'instinct, mais je veux dire, ça c'est quelque chose qu'on devrait apprendre aux enfants. C'est clair, C'est qu'une question de... Et dès qu'après les enfants, dès qu'ils s'avachissent comme ça sur leur bureau, de toute façon après ils n'ont plus d'attention. Il leur vaudrait mieux qu'on on arrête la classe 3 minutes et qu'on leur demande de sauter sur place, de sautiller. Parfois les petites filles, je ne sais pas si ça se fait encore dans les cours d'école, mais avec le saut à la corde, c'était quelque chose de génial pour se trouver dans une bonne posture d'ouverture. C'est clair, Alors, il ne faut pas que notre corps vienne contredire ce qu'on essaie de se dire mentalement. On peut se dire, je suis le meilleur, tout ça, mais si... C'est pas que je veux mettre la nécessité d'avoir un gros ego. J'ai bien compris. Mais il faut toujours... il faut se poser la question, est-ce qu'il y a une cohérence? Je crois qu'il y a un mot pour ça s'appelle la synergologie, l'étude de la gestuelle et de la communication non verbale. Il faut qu'il y ait une cohérence. Et après, quand on institue cette cohérence donc, au niveau mental, par nos pensées, au niveau physique, après au niveau spirituel, par des attitudes, des sentiments de reconnaissance, de gratitude, et il est manifeste que les choses deviennent plus faciles, deviennent plus simples. Alors c'est bien dommage de passer à côté. C'est clair. Ça serait quoi? Ça serait une voie ou un cheminement pour tendre vers le bonheur? Ça fait partie des étapes absolument indispensables. Si on ne veut pas que le bonheur soit accidentel. D'accord. Si on veut bien sûr qu'après, quelque part, la vie reste la vie et tout, il y a toujours une part de surprise. Mais là, quand on est dans cette attitude, si on perd plus de temps, il y a beaucoup de problèmes qui disparaissent, qui disparaîtraient même au niveau national, politique et tout, si on cessait d'en parler. Ça c'est manifeste. Donc si on prend l'habitude de cesser de s'apesantir sur ce qu'on ne veut pas, le gros problème de la plupart des gens, c'est qu'ils passent leur temps à parler de ce qu'ils ne veulent pas. C'est sûr. Et ils s'attendent à voir ce qu'ils veulent. Mais il y a un illogisme total. C'est clair. Alors ça, c'est le fait de comprendre ces notions simples, et déjà ça ouvre des portes. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas des techniques justement pour faciliter l'accès de la compréhension à un maximum d'individus? Parce que bon, il ne faut pas... c'est pour ça, c'est justement, je pense, quelque part mon rôle, sans prétention. Et c'est venu ainsi. Quand j'ai commencé à écrire mon premier bouquin, Je m'autorise au bonheur, j'étais à la maison de campagne d'un ami,
J'avais écrit à peu près une 40aine de pages. Et j'avais déjà comme la volonté quelque part de faire simple. Et malgré tout, alors mon ami me dit, tiens Christian, est-ce que tu pourrais me faire voir ce que tu as écrit? Et alors c'est un ami qui est par des diplômes, qui a une situation assez bien placée dans la hiérarchie de la société. Et alors il s'appelle Jean-Louis, puis il me revient, il me dit, j'y comprends rien, ce que tu as écrit, tu as fait un bouquin pour les intellos. Et c'est tout sauf ce que je voulais faire. Alors après, maintenant quand j'écris, je me dis toujours, est-ce que Jean-Louis pourrait comprendre? C'est bien, c'est un bon repère. Voilà, et je crois que donc... et après, ça m'a même, j'ai une amie qui m'avait dit, je pense que j'ai, d'après tous les gens qui me lisent, j'ai la chance de réussir à écrire d'une manière assez limpide. Et justement, cette amie, c'est un peu elle qui m'a suscité l'idée de faire Votre vie est un jeu quantique. Elle m'a dit, toi qui est quand même qui a une facilité pour écrire de manière assez accessible et tout, fais un livre sur le quantique parce que les gens n'y comprennent rien, ne savent pas ce que c'est. Ça peut paraître très abstrait. Même. Voilà, ça peut paraître très abstrait, alors qu'en fin de compte, c'est simplement découvrir que justement on est dans un monde où tout est vibratoire, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure en début d'interview, où pour tout ce qu'on peut décomposer, si on prend cette table, si on regarde avec un microscope électronique, en fin de compte, tout bouge et... Des atomes qui s'entrechoquent. Et puis alors, donc, chose fondamentale, ce qu'on appelle le vide n'est pas le vide, c'est tout sauf le vide. En fin de compte, c'est un vaste réseau d'énergie, d'information. C'est pour ça que tout d'un coup, on pense à quelqu'un qui est à 3000 km, la personne va téléphoner. Ou de la même manière, ça se manifeste à chaque fois qu'il y a une découverte scientifique dans un coin de la planète ou un mouvement artistique qui se développe dans un coin de la planète. Au même moment, le même mouvement, les mêmes découvertes sont faites à des milliers de kilomètres, parce que quelque part dans ce champ quantique, ce vaste réseau d'énergie, d'information, que nos cinq sens n'appréhendent pas. En plus, quelque part, on a toujours tendance à nier ce qui est invisible, mais néanmoins, donc, il faut bien savoir, il y a des physiciens qui appellent ça la soupe quantique. L'expression n'est pas très jolie, mais si on pouvait l'appréhender avec nos cinq sens, on verrait justement qu'on est dans un torrent d'énergie. Et donc, ce torrent d'énergie, on rentre en relation avec lui par nos pensées, nos émotions. Et ce qui l'anime, donc, il y a une force fondamentale, la force de vie, et qu'on peut considérer une intelligence supérieure qui sous-tend tout ça. Et ce qui est fort intéressant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a donc dans notre esprit subconscient, on a une partie supérieure de nous-mêmes qui est capable de rentrer en relation avec ce champ d'intelligence. Bien sûr. Il y a une intelligence infinie, ça c'est très très bien décrit dans le livre de Joseph Murphy, un vieux livre mais qui garde toute sa valeur, qui s'appelle La puissance du subconscient. Et donc, ça nous amène forcément à la notion de responsabilité, c'est à nous de nous mettre en connexion avec... Tout à fait, De quelle manière est-ce que je me mets en connexion On appelle ça aussi la théorie du centième singe. Voilà, tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc à chaque instant, il faut se poser la question, quelle vibration suis-je en train d'émettre? Exactement. Est-ce que c'est la vibration du bonheur ou est-ce que c'est les vibrations des enquiquinnements? Ou la vibration de l'amour, mais bon, c'est lié quoi. La vibration de l'amour, voilà. C'est indissociable. Je suis d'accord. Je suis d'accord. En même temps, tu sais, moi je trouve avoir eu la chance d'être tombé dedans quand j'étais petit, parce que mes parents étaient quand même déjà plus ou moins sensibles aux médecines alternatives, aux médecines douces. Et malgré tout, avec le travail qu'on fait avec nos bien-être, ça fait déjà 11 ans qu'on sensibilise un maximum la population. C'est bien. Je m'aperçois que malgré tout, il y a une force colossale de la société, du gouvernement, justement, qui touche peut-être 80% de la population. Et cette masse-là, qui est la masse la plus importante, est quand même difficilement déconditionnable. Oui, il y a une résistance. Il y a une résistance, ouais. Mais en même temps, il faut pas, par rapport à ça, il ne faut pas être dans le jugement, parce que le système est bien en train de se lézarder. Ça, je le remarque de plus en plus, il y a des personnes qu'on pourrait penser dans un manque d'ouverture. Eh bien, elles sont très proches du déclic. Des fois, il ne faut pas grand-chose. En ce moment, manifestement, à un niveau universel, il y a un changement vibratoire. Oui, c'est sûr. Et ça, je le remarque, vraiment, il y a je vois des personnes venir vers moi qui, au départ, vraiment, je ne l'aurais pas pensé du tout. Des personnes qui avaient vraiment une culture
hyper matérialiste et qui commence vraiment à devenir accessible à l'idée qu'il y a autre chose. Et quelque chose que j'ai remarqué qui les retourne facilement, c'est quand on leur explique ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette histoire que peut-être pendant qu'on est en train de parler, on a peut-être la tête en bas. Ouais. Et donc si c'est pas nous, c'est d'autres qui l'ont, parce que la Terre tourne sur elle-même. Et là, quand on leur dit qu'il y a des choses qui nous échappent, ils sont forcément sensibles à l'argument. Oui, forcément. Donc je vois que cette notion que le vide n'est pas vide, et souvent les gens, quand même, ils ont tous à peu près eu dans leur vie un moment où il leur est arrivé, où ils ont rencontré une personne qui leur a dit qu'il arrivait tel ou tel événement important dans leur vie, puis qui disait: je savais que ça allait m'arriver un jour. Alors quand je le savais, c'est un événement positif, c'est intéressant, mais j'ai une dame qui m'a dit: j'ai toujours su qu'un jour on viendrait chercher mon mari en ambulance. Et même il y a peu de temps encore, c'était dans la presse, il y a un collectionneur de vin, vraiment ce collectionneur, il a la plus belle collection du monde, en tant que collectionneur privé, il a une collection extraordinaire, et il s'est fait cambrioler récemment. Et j'ai vu qu'il avait dit à la presse: mais je savais que ça allait m'arriver un jour. Donc, ça veut dire que l'invisible précède le visible. C'est ça, oui. On part toujours de l'immatériel pour aller au matériel. Et ça, les gens, leur dire « je savais que ça allait m'arriver, je m'en doutais », si on leur présente les choses sous ce biais, à moins qu'ils soient vraiment dans l'obstination, ça mérite de faire réfléchir. Ça mérite de faire réfléchir. Ouais. On part du principe aussi qu'on est tous dans des mondes différents. Que justement, comme tout est lié à notre façon de voir les choses... Il est certain que la journée qui commence, elle n'est pas la même pour quelqu'un qui est amoureux ou quelqu'un qui est dépressif. Forcément. Et on est dans la même réalité, c'est ça. En théorie. Mais en réalité, non, puisque ça va aboutir sur deux réalités totalement différentes. Exactement. On est vraiment les créateurs de notre réalité. Donc ça nous amène fondamentalement à la notion de responsabilité. Alors quand on a créé des choses heureuses, réussies dans notre vie, c'est beaucoup plus facile de s'accaparer la notion de responsabilité. Quand ça nous plaît moins, c'est toujours plus facile de désigner des coupables. Mais justement, il faut sortir de ce cycle, enfin de ce raisonnement stérile qui n'amène... Je suis d'accord. Dire c'est la faute des autres, ça n'amène jamais rien. Je suis d'accord, mais alors ça c'est de la théorie, donc c'est facile de l'exprimer. Pour certains, ça va même être facile de le comprendre. Mais à l'appliquer, c'est quand même plus complexe. Mais quelque part, Julien, c'est un travail, entre guillemets. Ça ne se fait pas toujours forcément d'un claquement de doigts, mais en même temps, c'est pour ça que lire un bouquin, ça peut être très important pour faire des prises de conscience, mais ça ne remplace pas de faire du live. L'expérience. L'expérience, de voir pendant 2 jours, ce qui nous permet d'avancer. Les gens qui nous permettent le plus d'avancer dans la vie, c'est les gens qui nous permettent de se poser les bonnes questions, de meilleures questions. Je suis bien d'accord, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une société qui nous déresponsabilise. Elle nous déresponsabilise au travail, elle nous déresponsabilise à tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux, donc justement. Mais c'est une société qui fait quand même pas beaucoup d'heureux. Ah ben non, on est bien d'accord. Et notre objectif, c'est de les rendre heureux. Voilà, on est là pour leur donner une meilleure optique de la vie. C'est ça. Donc, justement, il faut qu'ils comprennent que la société, en fin de compte, veut nous aliéner parce que c'est l'intérêt de quelques-uns. Donc, c'est à nous de relever la tête du guidon et de se dire, justement, de revenir à la notion de rôle, pour commencer. Quel est mon meilleur rôle, Ce qui est dommage, c'est que justement, dans cette société de consommation, au niveau de beaucoup de jeunes, les gens ne se disent pas qu'est-ce que je vais aimer faire. Qu'est-ce qui va me rendre heureux? Qu'est-ce que le bonheur pour moi? Qu'est-ce que le bonheur pour moi? Qu'est-ce qui va me rendre heureux? Ils vous disent, qu'est-ce qui va me rapporter? Mais si c'est pour avoir beaucoup d'argent et vivre dans la peur, c'est pas forcément intéressant. Alors, quel serait, selon toi, est-ce qu'il y a des outils pour au moins intégrer réellement cette perception des choses et la mettre en pratique? Est-ce qu'il y a des outils déjà,
le fait de comprendre la nature vibratoire de notre monde. Comprendre que nous sommes des émetteurs récepteurs, que selon la fréquence que l'on émet, ça nous met en relation avec certaines circonstances. Donc, l'outil, c'est comme de comprendre quelque part qu'il faut travailler sur soi pour développer une meilleure énergie. Hein. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Voilà, c'est ce que disait Gandhi, mais c'est tout à fait juste. Hein. Il faut devenir le changement que nous souhaitons. Donc, quelque part, c'est un travail de chaque jour, c'est pas quelque chose qui peut être définitif. Si aujourd'hui j'exprime une vibration heureuse, positive, que je suis sur une fréquence de joie, mais si demain je me mets à critiquer tout le monde et tout, c'est très facile de tomber, peut-être de s'installer dans une bonne fréquence. Un dîner entre amis, mon équipe sportive favorite qui gagne, tout de suite, vibratoirement, j'atteins une meilleure fréquence. Mais c'est pas ça c'est anecdotique. Ce qui compte, c'est que ça soit quelque chose de vraiment construit. Je m'installe vraiment dans une belle vibration, je m'installe dans la vibration du bonheur parce que je veille à ne pas être dans le jugement. Je ne dis pas que je ne suis jamais dans le jugement parce que ça serait la chose la plus difficile à faire. Mais j'essaie de ne pas être dans le jugement. Par exemple, je ne transmets jamais un mail malveillant. C'est facile à faire, ça va prendre la décision de le faire. Hein. Je m'efforce d'être dans la gratitude. Si je me trouve dans un bouchon, je ne me mets pas à râler pour le bouchon. Je me dis que si c'est comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Tout ça, c'est des petites choses qui sont simples et qui sont accessibles à tous. Hein, et ça, c'est immédiat. Ah oui, c'est sûr. Il n'y a pas besoin de faire 10 ans de psychanalyse. Je veux dire, une personne qui se met dans une situation d'appréciation, instantanément, elle change de niveau vibratoire. Donc c'est dommage de passer à côté. Super, Dom Miguel Ruiz le dit très bien aussi dans les quatre accords. Voilà, tout à fait. Avoir une parole impeccable, c'est tout à fait ça. Hein, c'est cesser de parler négativement en commençant par soi-même. Tout à fait. Ouais. Voilà. Hein, mais il faut bien comprendre, justement, c'est ça qu'il faut comprendre, qu'on est dans un monde où on n'obtient pas les choses par la lutte. On a toujours fait on est dans un système où on va nous faire croire qu'on obtient les choses par la lutte. Hein, et on le voit très bien, à chaque fois qu'on va lutter contre le chômage, à chaque fois qu'on fait un nouveau plan contre le chômage, il y en a encore plus. Au niveau de l'assurance maladie, c'est la même chose. Les choses pourront commencer à changer, par exemple, si on appelle ça l'assurance santé. Mais toujours, on nous fait croire qu'il faut être dans la lutte. Alors il y a des gens qui baissent les bras, alors qu'ils se posent après en victime, ou alors il y en a qui deviennent de véritables pitbulls, et dans les deux cas, ça n'amène pas l'harmonie. Hein. Non, alors que la clé, c'est plutôt l'adaptation plutôt que la lutte. Voilà, la clé, c'est de rentrer de se connecter avec, justement, avec cette force de vie qui nous anime tous, qui anime l'univers, et d'établir une connexion vibratoire, quoi, de ne pas venir mettre des bâtons dans les roues, pas mettre le pied sur un tuyau d'arrosage par nos peurs, nos doutes ou nos pensées de jalousie. C'est clair. Est-ce que tu pratiques la méditation ? Ça m'arrive, je reconnais que je ne suis pas très sérieux pour ça, mais je pense que c'est une chose très très positive et si je ne pourrais qu'encourager tout le monde à le faire et ça fait partie de mes objectifs, mais bon, des fois je suis un peu paresseux. Mais en réalité, c'est pas du temps perdu la méditation, ça j'en suis persuadé. Moi je suis encore dans un système où j'ai beaucoup de travail par mon activité médicale. Mais c'est certain que j'ai intérêt aussi à relever la tête du guidon. Oui, d'autant qu'en plus qu'on sait que c'est 5-10 minutes par jour. Voilà. On ne peut pas considérer que ce soit chronophage. Mais ça m'arrive de le faire, mais pas de façon... Je peux le faire pendant 15 jours, puis après je vais être 8 jours sans le faire, mais globalement sur l'année, actuellement je médite peut-être 100 jours par an. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien, mais... Dans l'absolu, surtout par rapport à ce que je défends, il faut que je passe à 365 jours. Oui, c'est clair. Tu as déjà été en contact, par exemple, avec Mathieu Ricard ou avec... Non, j'aurais grand plaisir à le rencontrer, bien sûr. C'est vrai que son dernier livre aussi est très intéressant, le plaidoyer pour l'altruisme. Je trouve que ça rejoint très près, justement, ce que pourrait être le bonheur, en tout cas. De toute façon, c'est justement...
le bonheur, il a tout à fait raison, le bonheur n'est pas quelque chose d'individuel, et il faut en finir avec le vieux mythe qu'on ne peut réussir qu'au dépens des autres. Qu'il faut pour que j'en ai plus, il faut que l'autre en ait moins. Ce raisonnement est totalement stupide. Pour que j'en ai plus, il faut que je me mette dans une meilleure énergie, c'est tout. Exactement, ouais. Être dans un travail co-créatif ou collaboratif. Il faut être co-créatif, être dans l'ouverture. Oui, c'est clair. Ouais. Être dans ce fameux lâcher-prise, qui fait que, si on réfléchit, tous les événements les plus heureux qui nous arrivent, en fin de compte, c'est quand, quelque part, pour le coup, ça va un peu à l'inverse de la notion de pensée positive qui veut forcer les choses, c'est quand on n'y pensait pas. Oui, ce qu'on appelle le lâcher-prise. Voilà, comme si je vois quelqu'un dans la rue, je suis ennuyé, je ne trouve pas son nom, comment s'appelle cette dame, c'est 2 jours après, quand je serai bien loin d'elle, que son nom va me revenir, justement quand je suis dans le lâcher-prise. Alors que c'est justement, on va nous faire croire, je veux, plus on dit je veux, mais on ne sait pas comme ça que ça marche, tout le monde veut l'amour, l'argent, pas beaucoup de gens ont tout ce qu'ils veulent, parce que justement ils s'agrippent, alors qu'il ne faut pas avoir les mains recroquevillées, il faut avoir les mains ouvertes. C'est clair. D'ailleurs, il paraît que maintenant les enfants naissent avec les mains ouvertes. C'est quand même dingue. C'est formidable. T'imagines, c'est formidable. Ah ouais, c'est top. Oui, c'est une belle chose. Ça annonce un bel avenir, en tout cas, oui, tout à fait, générations. Oui. Ça va être incroyable, à mon avis. Et justement, quand tout à l'heure on parlait de la posture, une posture d'ouverture, ça peut tout changer, quoi. Ah oui, c'est sûr. Donc, mais pour moi, tu vois, et à défaut de me répéter, je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc j'ai mis en place différents outils très personnels, mais que beaucoup aussi peuvent mettre au quotidien, justement pour être bien, et ce que je dis très souvent, pour être rayonnant. Si tu veux que ton entreprise soit rayonnante, sois d'abord rayonnant. Si tu veux donner l'exemple autour de toi, incarne l'exemple, justement. Par exemple, moi je fais du sport le matin, je fais du yoga, je fais de la méditation, je fais un peu de pompe tous les soirs. Après, je vais faire du vélo. Bon, là, on a la chance d'être à Montpellier, donc en plus, je vais me baigner aussi dans la mer. Mais c'est une hygiène de vie. D'abord, la nature, c'est un médicament. C'est le premier médicament. Exactement. C'est là où je voulais en venir. C'est que. C'est Servan Schreiber, il avait une formule très formidable qui, évidemment, ne faisait peut-être pas le bonheur des labos, mais il disait mieux vaut Adidas que Prozac. On est bien d'accord. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça, en fin de compte, c'est là où on voit vraiment que les choses sont sous notre responsabilité. Qu'est-ce que je fais de mon corps? Quelle pensée je choisis? Donc, on dit très souvent un esprit sain dans un corps sain. Voilà, et donc c'est sûr que ça oblige à faire des choix dans sa façon de se nourrir, dans quelle personne on fréquente, au niveau culturel aussi, quoi. Je veux dire, quel film je vais voir. Oui, c'est un changement, quasiment, peut-être pas radical, mais c'est un changement. Voilà, et donc ça suppose des choix. Parce qu'en fin de compte, on est toujours dans un monde où il faut choisir. Mais beaucoup de gens, ce qui leur pose problème, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas choisir. Mais si, quelque part, on peut toujours choisir notre regard sur les événements. On choisit toujours, bien sûr. On peut toujours choisir. Mais ça, c'est justement cette société qui nous déresponsabilise. Donc du coup, on se dit, non, de toute façon, j'ai pas le choix. Voilà. Même après une grosse épreuve, on a toujours la personne qui vit une grosse épreuve. Donc, par exemple, un deuil, bien sûr, c'est la forme la plus difficile des pertes. Et on peut faire le choix de s'installer dans la douleur ou faire le choix d'aller vers les autres. Tout à fait. Tout à fait. Personne ne met un couteau sous la gorge pour me dire il tu dois réagir de cette façon. Voilà. On est quand même le seul maître à bord de nos pensées. Il y a personne qui me dira non, mais j'ai pas le choix. C'est vrai. Il faut qu'elle prenne conscience qu'en réalité c'est faux, quoi. Tout à fait. Mais tu sais que je trouve que c'est un processus c'est facile à dire, mais j'ai l'impression que c'est pas facile pour une bonne majorité des gens. Par moment, il faut reconnaître qu'on peut avoir besoin d'être aidé. D'où les professionnels du bien-être et les thérapeutes qui servent de guide. Voilà. On est là, moi j'estime que je suis là maintenant avec tout ce que j'ai appris, toutes les rencontres que j'ai faites. En même temps, d'écrire tout ça, forcément, ça m'a fait travailler sur moi-même. Oui. Donc, moi ce qui m'intéresse maintenant, ce qui me fait plaisir, c'est de faire gagner du temps aux gens. Exactement. C'est un peu ça, tu es un guide aussi. Voilà, on fait gagner du temps aux gens. Et de leur faire comprendre que, justement, en changeant notre centre d'attention, on peut changer énormément de choses.
Ça serait quoi pour toi, alors, la définition du bonheur? Si je te posais la question, c'est quoi le bonheur pour toi? Eh bien, pour moi, le bonheur, c'est le sentiment d'exister pleinement, de faire ce que j'aime, d'aller vers les choses que j'aime, vers les êtres que j'aime. C'est ça, c'est au niveau de l'être. Après, si je peux faire avoir, ça ne me gêne pas. J'aime bien profiter des choses de la vie. Mais au départ, c'est au niveau de l'être, c'est fondamental. Et c'est ça. Plus on comprend ça, plus on travaille justement à la vibration que l'on émet. On travaille le verbe être. Et c'est quelque chose qui se travaille au présent. C'est pas... on va m'autoriser au bonheur, ou un jour je vais m'autoriser au bonheur. Je vais m'autoriser au bonheur, c'est quelque chose qui se conjugue au présent et à la première personne. Parce que si on attend une autorisation, on peut l'attendre toute sa vie. Mais beaucoup de gens ne se la donnent pas eux-mêmes. C'est vrai. C'est ça, donc pour moi, c'est ça. C'est avoir le sentiment de... C'est relié à la notion d'amour au sens universel, de faire ce que j'aime, d'aller vers ce que j'aime. C'est finalement vivre en conscience? Oui, c'est vivre en conscience, oui. Dans l'instant présent. Dans l'instant présent, oui. C'est quand même... Parce que l'instant présent, justement, c'est vraiment l'instant où j'ai mon pouvoir, c'est l'instant où on a notre pouvoir. Le futur, le demain, c'est aujourd'hui venu à maturité. C'est l'instant présent venu à maturité. Donc, mon lendemain, notre lendemain, on le décide en ce moment. Donc, c'est ça, par moment, il faut prendre le temps de relever la tête du guidon, se dire, est-ce que j'ai intérêt à changer telle et telle chose dans ma vie, telle et telle fréquentation et puis c'est sans fin, je veux dire, on a toujours besoin de se faire coacher nous-mêmes, même un sportif à plus haut niveau, même si on est champion olympique, on a besoin d'avoir quelqu'un qui peut nous amener à nous poser des meilleures questions. Bien sûr, oui. C'est pas un signe de faiblesse, justement, de vouloir être dirigé. Bien sûr. Au contraire, c'est un signe d'intelligence. Tout à fait, oui, tout à fait. Par exemple, une personne le fait de parler d'intelligence, en même temps, ça m'a même fait penser aux notions de pardon. Il y a beaucoup de gens qui vivent des situations très douloureuses, qui vivent de gros conflits intérieurement. Et le fait de refuser de pardonner, c'est la pire des bêtises qu'on peut faire. C'est pour ça que j'écris que pardonner, avant d'être un acte du cœur, c'est un acte d'intelligence. Ah oui, parce que c'est pas la personne à qui on refuse de pardonner qui va souffrir. Je peux en vouloir de façon extrême à une personne qui pendant ce temps est à la plage aux Bahamas, qui s'en fiche complètement, mais c'est moi qui souffre. Ah oui, bien sûr. Donc, et ça, quand on écoute parler les gens, c'est fou le nombre de gens qui vivent des rancunes. Et ça les piège énergétiquement, ça les maintient dans une vibration où c'est difficile de rentrer en connexion avec le meilleur de nos potentialités. Bien sûr. Et ça, c'est une notion qui devrait être beaucoup plus abordée. Tu l'expliques dans tes livres? Oui, oui. Dans chacun, ça j'y reviens parce que c'est fondamental. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est une notion qu'on retrouve quand tu t'intéresses un peu au domaine. C'est une notion que tu retrouves quand même dans beaucoup de livres, pour ceux qui lisent régulièrement. Alors maintenant, moi je me rappelle, il y a 11 ans en arrière, il y avait très peu de livres. Alors maintenant, il y a une flopée de bouquins. Comme la répétition, c'est la base de l'enseignement. Exactement, c'est que du bonheur. Ça, je crois qu'il faut... Il y a tellement de personnes qui ont besoin de prendre conscience de ça. C'est même la personne qui dit mais de toute façon je ne pourrai jamais pardonner, c'est même elle qui en a le plus besoin. Bien sûr. D'ailleurs tu as dit quelque chose de très juste, c'est la répétition qui fait que les choses s'enclenchent et qu'on adopte une nouvelle... Voilà, il faut que ça devienne cette attitude de vibration positive pour le coup. Ça va beaucoup plus loin que la notion de pensée. Donc on disait qu'il faut qu'il y ait une cohérence en tout. Qu'est-ce que je regarde ? Quelles sont mes pensées? Quelles sont mes émotions? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Aussi. Ce qu'on a besoin, c'est... En fait,
je parle des fois de la notion de juge intérieur. C'est cette petite voix qui est là pour nous dire t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, ou l'autre n'est pas assez ceci, n'est pas assez cela, l'autre devrait faire ceci. Donc on n'a pas besoin de cette petite voix là qui est là. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une conscience. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une conscience, c'est d'agir avec respect vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Et donc agir avec respect, c'est de penser aux conséquences de nos actes. Est-ce qu'au bout du compte, mes actes vont apporter du bonheur autour de moi? Et aussi, est-ce que je ne suis pas dans le dénigrement, hein? Tout à fait, non mais oui, tu prêches un convaincu, une voilà. fois de plus. Donc c'est facile avec Julien. Oui, très simple avec moi. Une fois de plus, c'est chouette de t'entendre dire tout ça, parce que c'est bien de le verbaliser, parce que tu sais, quand tu lis un bouquin, bien sûr. Là, tu retiens aussi ce que tu as envie de retenir du livre, tu ne veux pas retenir les 300 pages. Quoi. Voilà. Donc c'est bien de le verbaliser. Quoi. Voilà. Je trouve que c'est un impact qui est un peu plus, qui est différent. Quoi. Voilà. Et c'est pour ça que souvent on peut reprendre un livre quelques années après, on y trouve des choses qu'on était passé complètement à côté, parce qu'on n'avait pas la conscience équivalente. Tout à fait. Parce que la conscience, en fin de compte, c'est la somme de nos émotions, de nos croyances, de nos acceptations. Mais il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé qui est absolument fondamental, c'est nos croyances. Enfin, on en avait un petit peu parlé tout à l'heure avec l'histoire de la jeune femme qui pensait qui voulait absolument croire que pour être quelqu'un de bien, il fallait être quelqu'un sans bien, quelqu'un éloigné de l'argent. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'univers, en fin de compte, c'est le terrain de jeu de nos croyances. C'est ça qui est formidable. En fin de compte, on est face à un grand bac à sable qu'on peut modeler comme un enfant. On peut modeler ce champ quantique, on peut modeler une nouvelle réalité. Justement, donc on a un grand intérêt à travailler sur nos croyances. Mais ça, souvent, c'est des choses que une personne qui n'est pas avertie ne peut pas vraiment faire toute seule. Ouais, ou il faut venir avec la répétition. Il faut venir avec la répétition, enfin, ça, je l'explique bien dans mes livres, mais souvent, c'est quelque chose qu'on a intérêt à travailler en séminaire, parce que de voir comment des croyances sur d'autres personnes peuvent avoir une influence sur leur vie, tout à fait. Ça, par le travail de groupe, amène souvent des prises de conscience qu'on peut peiner à faire tout seul. Oui, ça va. Ouais. Surtout si on est en raccord avec ce que la personne dit, pour peu qu'on ne l'ait pas imaginé, mais le fait de l'entendre de quelqu'un d'autre, et si on donne accord avec ça, bon, après c'est... Le fait de l'entendre de quelqu'un d'autre, tout d'un coup, peut faire écho. Oui, bien sûr. Voilà, alors, une personne qui a la croyance, par exemple, « je ne mérite pas d'être aimé », elle ne peut pas rentrer d'une plus mauvaise manière en relation avec le champ d'énergie qui nous entoure, évidemment, qui demande qu'à répondre à nos croyances. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à cette personne? Qu'elle se dise « je mérite d'être aimé », comme tout être humain mérite d'être aimé. Par exemple. On est bien d'accord. Voilà. Ce qu'il faut, c'est qu'elle trouve une phrase qui fasse écho en elle. Là, c'est une phrase que je viens de trouver. Je viens de répondre avec cette phrase, mais cette phrase, une personne qui est dans qui vit avec cette croyance « je ne mérite pas d'être aimé », si la phrase que je lui propose « je mérite d'être aimé », comme chaque être humain lui parle, il faut qu'elle l'achète, mais autrement, il faut qu'elle l'adapte. Il faut qu'il y ait une résonance, sinon... C'est quand même quelque chose de très personnel. Voilà, c'est très personnel. C'est pour ça que des croyances, il y en a des milliers. Donc il faut que chacun trouve puisse transmuter ses croyances. Quoi. Oui, c'est très lié au vécu. Au vécu, il y a notre histoire, à ce que nos parents nous ont transmis, oui, bien sûr. Voilà, comme on intéresse à trouver des métaphores positives. Maintenant, pour moi, c'est sûr, la vie, je trouve que c'est un jeu quantique. Donc, alors, des personnes vont se sentir très à l'aise avec cette formule et l'adoptent, je sais. Mais une personne pour laquelle ça ne veut rien dire, ça ne lui apportera rien de constructif. À elle de trouver. À elle de trouver sa formule, qu'est-ce que c'est la vie. Et alors que le problème, c'est que beaucoup de gens, justement ont intérêt à changer de métaphore, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui se disent qu'il y a une formule pour définir la vie très positive. Évidemment. Je ne sais pas si tu as vu, ici, il y avait pas mal de citations dans des cadres positifs.
comme quoi la vie commence après ta zone de confort. Voilà. Alors, c'est ça qu'on a intérêt à comprendre par rapport à la zone de confort, tu fais très bien d'en parler, c'est que vouloir rester toujours dans sa zone de confort, ça devient souvent très inconfortable. Évidemment. Quelque part, à certains moments, on a quand même besoin de sortir de notre zone de confort. D'ailleurs, toutes les personnes... C'est nécessaire. Toutes les personnes qu'on peut admirer quelque part, qui ont réussi dans quelques domaines que ce soit, qu'on peut prendre pour modèle, c'est des gens justement qui ne sont pas restés dans le rang, des personnes qui sont sorties de leur zone de confort. Tout à fait. Ouais. Et c'est en sortant de notre zone de confort, justement, que la vie commence. Que la vie commence, qu'on est dans l'être, ouais. Qu'on est dans la réalisation de soi. Et c'est ça vraiment qui amène l'épanouissement. Tout à fait. Oui, je fais souvent un parallèle justement avec ces zones de confort, avec le voyage. Parce que je trouve que partir de notre frontière, ou même pas forcément de notre frontière, disons restons en France, mais partir de chez soi, on peut considérer comme notre zone de confort, et aller un peu à l'aventure. C'est ce qui est intéressant, c'est de prendre pas toujours le même chemin. Voilà, exactement. Ouais. Voilà, moi j'aime bien pas avoir trop d'a priori quand je vais voir un pays et tout ça. Tout à fait. Personnellement, je n'aime pas beaucoup voyager en groupe, justement, parce que je n'aime pas être dans un cadre. Pareil, pour moi, le meilleur outil en termes de développement personnel, c'est de voyager seul. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est là qu'on peut faire des rencontres. Tu apprends énormément sur toi. On apprend énormément de choses, quoi. C'est ça, on est toujours dans cette... c'est essentiel pour rester curieux, pour rester jeune d'esprit. Tu parles de curiosité. On devrait développer la curiosité dès notre temps d'enfance, c'est pas un vilain défaut. Et justement, la curiosité des enfants, le système scolaire, souvent, la casse. Avec la créativité aussi. Avec la créativité. Alors qu'on aurait au contraire intérêt à encourager cet aspect des personnalités. Quoi. Alors, tout à fait. Tout à fait. Ouais, complètement. Disons que si je reviens un peu sur l'école de la vie, dont je parlais tout à l'heure, je t'explique pourquoi. Parce que justement, on en a parlé hier, à travers notre réseau, et on a l'intention de créer une école de la vie. Donc, inspirée de ce que fait Steiner et Montessori, mais de manière très différente. Parce que j'ai la chance de voyager quasiment un peu partout, de voir vraiment des cultures différentes, et systématiquement, avec le temps, il y a une chose qui revient tout le temps, je me dis, ça vient de l'éducation. Complètement. Tout part de l'éducation. Voilà. Et donc, si on veut vraiment faire avancer les choses dans notre société, il faut que dès l'éducation, on instaure quelque chose de très différent. Quoi. En tout cas, avec peut-être beaucoup plus de bon sens que ce que c'est maintenant. Et puis, le gros problème, c'est que souvent, il y a une confusion entre estime de soi et vanité. Alors, les gens, souvent, bien sûr, ils ont raison de ne pas vouloir avoir des enfants vaniteux, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de l'estime de soi. Il y a cette confusion qu'on peut être dans l'estime de soi sans pour autant se croire supérieur aux autres. Évidemment. Mais seulement, par contre, on n'a aucune raison de se sentir inférieur. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont brisés parce que cette confusion elle est redoutable par rapport à l'estime de soi. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ça, c'est instauré aussi de manière très induite lors de l'éducation quand tu es à l'école. Il y a la compétition qui rentre en jeu, il y a une hiérarchie qui commence à s'installer. C'est tout ce qu'il y a de plus néfaste, quelque part, pour l'être humain, en tout cas. Tout ce qu'il y a de plus néfaste, c'est certain qu'on le ramasse dans l'enfance. Exactement. Donc d'où l'idée de changer les choses. Tu vois, il faut se libérer de tout ce système qui en fin de compte est totalement sclérosant. Donc, mais en même temps, quelque part, les choses peuvent se faire très simplement, quoi. Il suffit de quelques prises de conscience. Évidemment, oui. Voilà. Évidemment. Après, moi je le vois, la prise de conscience, elle est tellement très personnelle que pour certains, ça va être demain. Ça peut être demain, ça peut être en un claquement de doigts. Il y a des enfants, des fois on a besoin de redoubler, ça peut arriver. Exactement. Ouais. Mais donc c'est ça, on nous a le fondement du conditionnement, c'est qu'on nous fait croire qu'on est dans un monde limité. Alors qu'au contraire, on n'est pas dans un monde de limitation, on est dans un monde de potentialité. Et si on revient à la loi d'attraction, le système actuel met toujours accentation sur le manque.
Alors qu'en réalité, le manque, c'est le contraire de l'exemple que nous donne la nature. On vient de le voir avec la pluie qui est tombée sur Montpellier tout à l'heure. Il m'étonne. Et puis la nature, elle est prodigue à l'abondance. Et alors que, quelque part, l'humain n'a pas su prendre conscience de l'abondance de la nature qui nous donne des exemples en permanence. On ne peut pas compter les flocons d'une averse de neige, c'est impossible de compter les flocons, les grains de sable sur une plage de l'Atlantique. Et quelque part, par le conditionnement, puisque ça, il ne faut pas que les gens pensent trop par eux-mêmes. Parce qu'être adulte, c'est penser par soi-même. Pareil. Mais il ne faut pas que les gens soient trop adultes pour qu'on en fasse ce qu'on veut. C'est ça. Donc on les conditionne à... Il y a cette culture du manque et... La culture anglo-saxonne est quand même moins prisonnière de ça. Oui, même beaucoup d'autres pays. Beaucoup d'autres pays, mais Canada, Suisse. Canada, Suisse, mais en France, c'est quand même assez pesant. Très particulier en France. C'est très particulier. C'est vrai que dans les autres pays, alors je dis pas que l'herbe est plus verte ailleurs, non, malgré tout. Mais il y a quand même une sacrée différence. Il y a une sacrée différence. C'est incroyable. Donc ce qui est plutôt encourageant quelque part, ce qui veut dire qu'il y a du travail. Absolument, il y a du travail. Et donc c'est un peu comme si on est marchand de chaussures et qu'on arrive en Afrique, il y a un marché. Ah bah ça, c'est ça. Et donc du coup, il y a des choses à faire. Voilà, il y a des choses à faire. Et ce qui est chouette, c'est que je vois avec le temps, c'est qu'on est quand même des millions et des millions de personnes à avancer dans la bonne direction. Tu vois. Quelque part, par rapport à ça, il y a comme une accélération du temps. On a l'impression qu'il y a une spirale. Tout à fait, ça s'accélère très rapidement. Ça va très vite. On dit que le taux vibratoire de la planète a augmenté. Oui. Et alors, au niveau individuel, on a une grande responsabilité parce qu'en fin de compte, il ne faut pas penser que tout seul, dans notre coin, on n'a pas de rôle, pas d'influence, puisque c'est tout le contraire, puisque donc, on est tous reliés. Tous. Plantes, et puis toutes les grandes idées, en fin de compte, sont parties d'une seule personne. Comme un simple détail, comme par exemple le fait de cesser de fumer dans les établissements publics, il a suffi qu'une personne prenne cette décision, qui au départ paraissait pleine de bon sens, moi j'allais dire. Oui, tout à fait pleine de bon sens, mais en même temps difficile à appliquer. Oui, sûrement. Et bien quelque part, ça s'est fait très naturellement. Très naturellement. Là, j'étais en Russie il n'y a pas longtemps. Et on fume encore dans les restaurants en Russie. C'est vraiment désagréable. Tu m'étonnes. On a perdu l'habitude. Par contre, ça va venir là-bas parce qu'à l'aéroport, tout ça, j'ai vu, c'est interdit de fumer. D'accord. Donc là, c'est un pays aussi qui a une belle évolution vibratoire. Parce que j'avais été il y a quelques années. Les Russes, on les présente toujours avec des visages fermés, tout ça. Quelque part, c'était vrai, j'ai eu le changement, l'impression que ça changeait. Là, réellement, les gens sont beaucoup plus ouverts, souriants. Dans Moscou, on voit des magasins bio, tout ça. C'est énorme. C'est génial, ça. C'est génial. Donc, ce qui est bien, c'est que toi aussi, tu le vois de ton côté. Et je vois, là, je me suis trouvé au moment du 9 mai. Là-bas, ils célèbrent le 8 mai. En Russie, c'est pas le 9 mai, c'est le 8 mai. Alors, il y a des défilés militaires énormes. Alors, quand je suis arrivé, l'ambiance était un petit peu bizarre parce qu'il y avait des chars partout et tout. Donc ils font des répétitions gigantesques là, sur la place rouge et tout ça. Mais en même temps, quelque part, il y a quelque chose qui fait plaisir. On voit qu'il y a un changement d'énergie, parce que les militaires, on les voit, ils sont près de leur char, ils mâchouillent un chewing-gum. Et puis l'après-midi, de ce grand défilé, ça fait comme une fête de la musique. Excellent. On voit quand même qu'il y a un changement. Tu m'étonnes. On n'aurait pas vu ça il y a encore 10 ans. C'est clair. Ouais, mais c'est bien de le dire. Parce qu'on le voit justement partout. Nous en France, ok, on a du retard. Moi je dis qu'on a toujours 15-20 ans de retard. Mais en même temps, ça bouge partout. Et en caricature, c'est justement le régime russe. Mais en même temps, malgré tout, on voit qu'il y a... Volontaire ou pas, je ne sais pas, mais il y a une ouverture et ça fait bien plaisir. Tout à fait, les salons poussent comme des champignons. Voilà, les nouvelles générations. Ah ouais. Moi je le vois, j'ai 35 ans, ceux qui sont avant moi, qui ont 20-25 ans, ont déjà une ouverture d'esprit qui est incroyable. Même au niveau de la chasse en France, il n'y a presque plus de jeunes qui chassent. Tout à fait,
les gens, là, l'autre jour, j'ai vu que Ducasse, l'un de ses restaurants, il avait supprimé la viande. Oui, j'ai entendu parler de ça. C'est bien. Ouais, c'est top. C'est très très bien, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose... maintenant, quand on dit qu'on ne veut pas manger de viande, on passe plus pour un illuminé. Hein. Oh, mais tu sais, ça a toujours été comme ça. Rappelle-toi l'époque des hippies. Hein. Oui. Les hippies étaient pointés du doigt comme des gens un petit peu bizarres qui fumaient les gens. En même temps, ils avaient quand même une notion déjà de la nature, de l'alimentation qui était quand même très cohérente. Hein. Même au point de vue médical, maintenant, il y a quand même beaucoup de gens qui dénigrent vraiment les médecines douces. Quoi. Bien sûr, ah oui, ça bouge énormément. Ouais. Ça bouge énormément. Hein. Il n'y a encore pas si longtemps, je ne sais pas si tu es au courant, mais nous, on organise des rencontres entre thérapeutes et professionnels du bien-être, un petit peu partout en France et dans d'autres pays. Et là, la semaine dernière, on était du côté ouest de la France, c'était à Nantes, il me semble. Il y a un médecin qui est venu. Et c'est la première fois en 4 ans, après, je sais pas, ça fait quasiment 12 000 thérapeutes qu'on rencontre avec ces rencontres. C'est la première fois qu'un médecin est venu. Et donc, j'ai eu vraiment le plaisir de discuter avec lui et de comprendre qu'il y a quand même une bonne poignée des médecins qui sont pour les médecines douces, mais qui n'en parlent pas. Voilà, c'est qui n'osent pas en parler. C'est ça. Mais quelque part... Alors, des fois, on voit les gens qui disent ils sont arrivés à solutionner un problème de santé, ils disent après, j'ose pas le dire à mon médecin. Ils sont arrivés à le solutionner par une médecine douce. Ils disent, j'ose pas le dire. Mais au contraire, il faut qu'ils le disent. Bien sûr. Pour que leur médecin, quand même, s'ouvre à l'idée. C'est pas qu'il s'agit d'être anti-tout. Non, surtout pas. Au contraire, la médecine, c'est complémentaire. La chirurgie a fait des progrès extraordinaires. Maintenant, c'est plus agréable d'avoir une opération par célioscopie où on a juste un petit trou que 15 cm de cicatrice. On est bien d'accord. Quand même tout ce qui est les évolutions au niveau de la radiologie et tout, de la résonance magnétique, ça c'est quand même fabuleux au point de vue diagnostic. Hein. Bien sûr. Mais à côté de ça, c'est quand même bien que dès qu'il y a un coup de pouvoir donner de l'arnica, des choses comme ça, que les gens se réflexent. Clairement, ouais. Alors, ça me fait penser à quelque chose. Je te disais que la semaine dernière, j'interviewais un scientifique, Franck Athènes, qui est un métaphysicien. Et lui, selon lui, plantes, animaux, humains, la Terre, tout ce qui est vivant finalement sur Terre, tend vers le bonheur. C'est comme si c'était inéductable et que ça faisait partie de nos fonctions, entre guillemets. On tend tous vers le bonheur. Est-ce que tu es raccord avec ça? Tout à fait. Si on observe un chien qui se réveille, son premier geste, c'est de s'étirer, c'est pas d'aboyer, de chercher à mordre. Hein. C'est vrai. C'est clair. Il demande qu'il y a les ardés au soleil dans l'ensemble. Hein. Bien sûr, oui. Donc, même au niveau du changement de conscience, on voit que où l'humanité a fait un bond, au quantique, on voit des gens qui arrivent à avoir des relations avec les animaux sauvages. L'autre jour, j'ai vu un film d'un, plus si c'était en Afrique du Sud ou en Afrique, qui a une relation avec les lions, et c'est absolument extraordinaire. Il ne faut pas des câlins, non? Oui, les lions viennent s'agenouiller, se coucher près de lui, c'est magnifique. Ouais, c'est incroyable. Voilà. Je crois qu'il a réussi à instaurer une communication télépathique. Voilà, une télépathique, mais en réalité, maintenant, ils sont quelques-uns à faire ça. Oui, bien sûr, ouais. Ou des personnes avec des gorilles aussi, il y a une femme. Aussi, et tout, avec des chevaux aussi. Avec des chevaux, c'est merveilleux. Oui, moi je pense qu'on est des super-héros, tu vois. Voilà. C'est que... Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Disons, voilà, on ne nous le dit pas. Voilà, on ne nous le dit pas, donc c'est à nous de le découvrir. C'est à nous de le découvrir. Il faut dépoussiérer. C'est ça. Alors qu'on est avec... On a déjà un bagage à la naissance qui est incroyable. C'est ça, on n'est pas dans... Il faut bien retenir, c'est qu'on n'est pas dans un monde où le mode de fonctionnement primordial doit être la lutte. Bien sûr. Le mode, ça doit être l'accompagnement. Tout à fait. Entrer en harmonie avec les choses. L'harmonie, oui, ça aussi. C'est le mot-clé, l'harmonie. Une notion très importante quand on veut tendre vers le bonheur. Voilà. L'harmonie. C'est pas... Faut pas lutter, quoi. Voilà, faut pas lutter. Ça ne s'obtient pas par la bagarre, le bonheur ne s'obtient pas par un chèque. Ça s'obtient par l'harmonie, par l'ouverture, par justement prendre des prises de conscience. Et en observant les gens qui sont heureux, si on veut faire un bon gâteau au chocolat, au lieu de tout sortir dans la cuisine, d'en mettre partout, on gagne du temps à trouver une bonne recette. Hein. Bien sûr. Alors, il faut observer qu'est-ce que font les gens qui sont heureux. Bon, déjà, les gens qui ont une aptitude naturelle au bonheur, ils ne doutent pas qu'ils en sont dignes.
se disent pas, je n'ai pas le droit, je ne mérite pas d'être heureux. Hein. C'est naturel. En plus, ils ont des objectifs de vie. Ça peut être des objectifs simples pour une mère de famille, ça peut être de créer un foyer harmonieux, par exemple. Hein. C'est pas forcément de devenir Marie Curie, hein, mais chacun a son rôle à jouer. Il n'y a pas de petit rôle en fin de compte. Mais donc il faut faire des choses qui donnent un sens à notre vie, hein. Et puis donc appliquer cette fameuse loi d'attraction consciemment, diriger notre attention vers ce que l'on désire et pas donner d'importance aux choses qu'on ne veut pas voir croître dans notre vie, quoi. Il y a deux notions qui me viennent à l'esprit en t'écoutant. Je reviens sur harmonie et sur amour. Si on donnait une définition de l'harmonie, ça serait quoi? Harmonie, c'est comprendre l'intérêt de se mettre à l'unisson. D'accord. À l'unisson des êtres, à l'unisson de la nature. Donc, il faut devenir sensible, être dans l'écoute. Toujours, encore là, on n'est pas dans la lutte. On est dans l'accompagnement. L'observation. Il faut trouver le tempo, le bon tempo. L'équilibre, quoi. L'équilibre, hein. Ouais, d'accord. Voilà. Et si on devait mettre une définition à amour, ça serait quoi? Eh bien, amour, il faut comprendre que l'amour, c'est beaucoup plus qu'un sentiment, c'est une énergie. Et quelque part, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est l'énergie qui sous-tend le monde. Parce qu'en fin de compte, si on ne s'interpose pas, l'univers veut toujours se déployer à travers nous, au travers de nos désirs. Et donc, si on ne s'interpose pas par nos peurs, nos doutes ou des attitudes négatives, hein, entre guillemets, pour les appeler ainsi, quelque part, nos désirs deviennent les désirs de l'univers. Alors là, il n'y a rien de plus simple. On arrive à être dans le lâcher-prise total. Et c'est là que les choses peuvent se faire le plus facilement. Par exemple, prenons un exemple qui est souvent observé. Pour des couples, par exemple, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Des personnes qui peuvent faire des traitements pendant des années. Tous les gens qui sont dans ces circuits-là vous le diront, médicalement, tout ça, dans les circuits d'adoption. C'est très fréquent que des couples qui essaient d'avoir des enfants pendant des années, qui ont fait tout un tas de traitements, c'est au moment où ils arrêtent les traitements que le bébé va arriver. Ou alors, plus fort encore, c'est au moment où une procédure d'adoption est lancée. Donc ils savent qu'ils vont avoir un enfant, ils ne sont plus dans la peur par rapport à ça, ils ne sont plus dans le doute, et c'est à ce moment-là qu'il y a un vrai bébé qui arrive. Ça ne m'étonne pas. Il paraît que tous les gens qui s'occupent d'adoption peuvent le confirmer. On en revient au lâcher-prise. On en revient au lâcher-prise. Hein, donc c'est ça, il faut arriver à se mettre à l'unisson. Je t'interromps Julien, mais quand ça ne va pas comme on veut dans notre vie, c'est ça, il faut prendre conscience justement qu'on n'était plus à l'unisson, se poser la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour revenir dans la bonne fréquence, revenir à l'unisson. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Quand c'est pas fluide... Quand c'est pas fluide, voilà. Qu'est-ce qui va me remettre dans la fluidité? Hein? Ça peut être d'ailleurs ton corps qui parle. Ça peut être le corps comme ça, si je suis tout le temps comme ça toute la journée. Je ne peux pas être dans la fluidité. Non, c'est pas possible, ouais. Si je suis dans un travail qui me met tout le temps comme ça, justement. Il faut que je regarde mon travail différemment, il faut que je change de travail. Mais si je garde le même travail, il faut que je l'aborde avec une attitude différente. Exactement. Hein? Sinon, tu ne peux pas travailler toute une vie comme ça. Voilà. Autant aller dans la direction, si on parle de travail, de quelque chose qui va apporter un bien commun, et dans lequel tu vas pouvoir apporter la pleine puissance de ce que tu es. Être dans notre meilleur rôle. Hein? Je suis bien d'accord. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Merci, Julien.